Salut à tous! Salut. Bienvenue! Oui, bienvenue à TV Laval Nouvelle! Très content de vous retrouver. Puis là, au moment d'enregistrer cette émission, on a une tempête de neige au milieu de semaine. Et puis, avec Ciné Cadeau qui a débuté depuis quelques heures, j'aurais le goût déjà de mettre une espèce de nom sur cette émission-là à venir, parce qu'on se faisait souvent dire veille de tempête ou journée de tempête qu'on virait fou en étant à petite école. Oui, là, je sais pas où tu t'en vas, hein? Je te laisse aller. On pourrait dire un fou et une folle en cavale, comme avec les Dalton et avec Lucky Luke, et on pourrait dire et une tempête. Est-ce qu'on pourrait baptiser ça comme ça, voir un peu comment va se décliner cette émission-là? On dirait qu'on sent sur le plateau l'esprit des fêtes, l'espèce de mouvement de folie qui nous envahit aussi dans les magasins. Je sais pas si tu le sens, moi je sais pas, c'est dans l'air. Baptise ça comme tu veux. Moi, ça m'a pris 2h30 de m'en venir faire cette émission avec toi aujourd'hui. C'est à quel point je vous aime, tout le monde. Ouais. Ben, on s'aime vraiment beaucoup déjà. N'est-ce pas? On peut dire ça. Je me suis ennuyée de toi. Ben, moi aussi, la semaine dernière. T'as fait un bon travail avec le Père Noël? Ça a bien été. J'avais mes oreilles de lutin, je les ai rangées, mais je vais les revêtir de nouveau à l'approche de Noël, mais je te tiens au courant. Est-ce qu'on t'a vu avec tes nouvelles lunettes? Peut-être pas. Nouveau look. Beau, un petit style Harry Potter. J'aime bien ça. T'es beau comme un cœur. C'est pas un filtre Snapchat, c'est bel et bien des vraies lunettes. Je tiens à le dire. Je te laisse faire tes nouvelles, Valérie. Certainement, Stéphanie. On te retrouve, on va parler de la neutralité du web. Et d'emblée, justement, c'est un fuyard qui retient notre attention, qui a terminé sa course folle par un tonneau. Une poursuite de véhicules entre le boulevard Saint-Martin et plusieurs autoroutes du territoire lavallois qui s'est heureusement terminée. On peut le traduire comme ça, sans drame, après que le conducteur fautif eut perdu le contrôle de sa voiture et capoté en empruntant une sortie dans la soirée du 5 décembre. Circulant sur le boulevard Saint-Martin-Ouest vers 22 h, des patrouilleurs ont d'abord aperçu un homme conduisant de manière dangereuse et tentant d'intercepter le véhicule. Les policiers ont dû se mettre en mode poursuite quand l'individu n'a pas obtempéré et accéléré pour prendre la fuite sur l'autoroute 15, direction nord. Empruntant ensuite l'autoroute 640 vers l'est, le fuyard a finalement effectué un tonneau dans la sortie du boulevard des Entreprises. C'est à Terrebonne et sans subir de blessures sérieuses, dis-je bien. Et l'homme de 34 ans, un citoyen de Laval, a été arrêté et transporté en centre hospitalier pour être soigné. La police de Laval, qui a été assistée par des agents de police de Terrebonne durant la fin de l'intervention et à sa sortie de l'hôpital, l'homme risque notamment de faire face à des accusations de conduite dangereuse avec les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue. Autre dossier, piéton frappé mortellement boulevard des Laurentides qui malheureusement eu des conséquences donc très fâcheuses. La police de Laval qui a dressé un périmètre de sécurité bloquant la circulation nord-sud après qu'un véhicule eut heurté gravement un homme de 90 ans qui traversait le boulevard des Laurentides à l'intersection de la rue Meunier-Taux. Dans la matinée du 7 décembre dernier, les premières analyses de la scène semblaient déjà démontrer que le véhicule s'était bien engagé sur un feu vert, mais rien n'a encore été confirmé. Âgée dans la jeune vingtaine, la conductrice était, on peut le comprendre, en état de choc. Alors, je me dirige du côté du plateau avec Stéphanie, Amélie. Pendant tes nouvelles, j'ai entendu une sonnerie de téléphone sur le plateau. Je pense que c'est une loi non écrite que si quelqu'un ne ferme pas sa sonnerie, il faut qu'il paye une bouteille de champagne à tout le monde. On pourrait faire ça parce qu'on va parler de vin. On va essayer de trouver le coupable. Oui, c'est vrai, on parle de vin tantôt. Fait que peut-être qu'il va réussir à se skipper en disant que le vin est déjà fourni. Je sais pas. Mais... Stéphanie Léveillé-Denis. On s'est fait du fun la semaine passée ensemble. On s'est foutu de la couche à Alex. Vous avez bien fait. J'étais pas là. As-tu écouté l'émission? Non, j'ai vu un petit bout. Là, ouais, fait que là, tu glisses, j'irai la boire. Puis après ça, je me revengerai. C'était avec plein d'amour. C'était de l'amour, oui. Je sais, c'est réciproque. Tu nous parles de neutralité du web. Par contre, cette semaine... Oui, par contre, parce que c'est un petit peu moins amoureux comme sujet. Oui, puis en plus, ça a l'air d'être un sujet chaud, mais je n'ai pas tant entendu parler. C'est un sujet chaud qui n'est pas dans les médias de masse et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Mais qui va toucher tout le monde, par exemple. Qui va toucher tout le monde sur la planète éventuellement d'ici quelques mois, quelques années. C'est pas une nouvelle qui a tant avantage à être connue du grand public. Pas tant, non. C'est ça, hein? Surtout pas pour notre chummy Justin Trudeau et son pote Donald. Donc, je vous explique. Donc, ce qui arrive, c'est que la neutralité du web a été annoncée et officialisée en 2013 par la présidence de Obama. Ce que ça veut dire, c'est que si on se rappelle, on revient en 1982-83, Bill Gates, lui, son idée, c'était que l'Internet devienne payant. Ça a passé un cheveu parce qu'il était le seul avec le Windows Explorer à offrir une fenêtre sur le web. Donc, ça passait à deux doigts.
Mais son rêve est sur le point de devenir réalité et le rêve de beaucoup de gens qui ont un oligopole dans ce jeu. Mais toi, tu veux dire payant? Moi, parce qu'on paye déjà un service de câbleau de distribution, peu importe avec lequel... ça, c'est payant pour l'accès. Ça, c'est pour... Laissez-moi finir, je vous explique. Vas-y, on te laisse aller. OK. Donc, ce qui arrive, c'est que le web, présentement, depuis 1984, a été sauvé par Netscape, qui à l'époque est un software gratuit qui a fait que le rêve de Bill Gates n'est pas devenu réalité. Lui, il voulait un gros N dans le coin là, quand on allait sur Internet. Lui a voulu charger pour chaque accès à des sites. Ce qui va changer, la neutralité du web, ce qu'Obama avait fait, c'est que pour éviter que ça devienne comme en Chine, c'est-à-dire qu'en Chine, c'est très contingenté, ils n'ont pas le même Internet que nous. Ils n'ont définitivement pas accès à tous les sites. Ouais. Donc, c'est le gouvernement qui décide. C'est sûr que c'est socialiste là-bas, donc c'est une autre façon de fonctionner. Communiste, socialiste, ça se rejoint à certains points. Et puis là, ce qui arrive, c'est que il y a 5 personnes à la FCC aux États-Unis, qui est l'équivalent à peu près de la CRTC au Canada, qui vont réglementer d'ici quelques jours, à savoir si les fournisseurs d'accès Internet vont pouvoir contingenter le web à leur façon. Je m'explique. C'est-à-dire que présentement, on a accès à tous les sites et puis c'est illégal pour une compagnie de fournisseurs d'Internet de réduire la vitesse sur un site particulier. Exemple, il y a quelques années, Comcast s'est fait prendre parce qu'ils ont une plateforme similaire à Netflix. Ils ont ralenti Netflix et ils se sont fait poursuivre. Sauf qu'ils ne se sont pas fait non plus mettre des bâtons dans les roues pour mettre des publicités qui, quand tu arrives sur un site, nous ralentit. Tout à fait. En tabarouette, on va le dire. Bien, ça, c'est encore dans la légalité, c'est encore dans la neutralité du web, c'est-à-dire que le web n'est pas... régi. Il y a certaines choses... C'est le Far West. Souvent, on dit que c'est le Far West. Il y a plein de libertés que les gens peuvent faire, peuvent dire, peuvent utiliser comme concept. Tout à fait. Mais Stéphanie, pourquoi ils ralentissent un site plutôt qu'un autre? Favoriser certains sites. Donc ça, c'est la première étape qui est la plus flagrante parce qu'on a eu déjà des essais dans le passé qui nous ont montré que oui, ils peuvent le faire. Ce qui va éventuellement venir si ces 5 personnes décident, et puis ces 5 personnes, c'est un comité de 5 personnes, dont 2 démocrates et 3 républicains. Mais est-ce que ces législateurs-là, et si c'est justement ces directions-là sont prises, est-ce que ça va s'étendre? J'ai de la misère à croire que les autres pays à travers le monde, je comprends que les États-Unis sont un des pays les plus importants et puissants. À le croire. Mais moi, j'ai de la misère qui vont suivre le pas. Le web, c'est libre, c'est une liberté. J'ai l'impression que des pays aussi forts comme la Chine, comme tu évoquais, d'autres vont ne pas s'interposer. C'est une révolution. Là. En anglais, on appelle ça « smoke and mirrors ». Il n'y a pas vraiment de liberté web présentement parce que c'est des oligopoles qui ont ça. Si on parle de Google, qui possède YouTube, qui possède plusieurs autres plateformes. Facebook, Instagram et compagnie. Donc, suite à ce qui s'est passé avec Mélanie Joly, il y a quelques mois qu'on s'est parlé en long et en large, ça m'indique qu'il y a un chemin qui favorise encore les oligopoles. Donc, le petit marchand, la personne qui à la maison a son site web, a son blog, a ses trucs, peut éventuellement se retrouver du mauvais côté de la clôture juste par le choix de fournisseurs d'accès Internet. Exact. Là, je vous parle dans un futur incertain, mais on l'a vu. À moyen terme. Si tu mets une pub du fournisseur Internet, tu as peut-être une meilleure chance. C'est pas nécessairement aussi simple que ça, parce que là, c'est des algorithmes qui sont gérés par des intelligences artificielles. Et parlant d'algorithmes, tu nous en as parlé de cela quelques semaines en parlant de Facebook, où on allait diminuer la possibilité de voir sur notre mur Facebook certaines publications de nos amis ou d'entreprises. Prenez ça, mais mettez-le de façon exponentielle. Exactement. C'est-à-dire que là, notre bulle médiatique qui nous entoure, parce qu'on a tout un web personnalisé selon les applications, les clics, les likes qu'on fait, là, ça va être changé du point de vue qu'exemple, on va prendre Rogers, on va prendre Bell Fib, on va prendre Vidéotron. Au Québec, pour le nommer ceux qu'on connaît, vont pouvoir éventuellement vendre l'accès Internet un peu comme on vend le câble. Vous avez un forfait télé. Bon, écoute, moi, j'ai pas besoin de Musique Plus, j'ai pas besoin de telle autre station. Je vais prendre ce bloc-là qui est plus de base. Moi, j'aime beaucoup la musique, donc on te vend un bloc, mais c'est pas nécessairement tu choisis exactement toutes tes stations. Là, le web peut se retrouver dans la fâcheuse situation d'avoir un accès. Exemple, toi, tu prends tes courriels, tu fais beaucoup de médias sociaux.
on te vend un forfait. Mais à ce moment-là... Toi, tu devrais faire de l'édition vidéo, mettre des vidéos en ligne, tu veux utiliser YouTube, à ce moment-là, parce que quand on paye notre câble distributeur, parfois, certaines personnes qui téléchargent beaucoup, qui consomment de la musique, qui consomment, peu importe, beaucoup de choses en ligne, alors ils vont pour l'Internet illimité qu'on appelle. Alors là, à ce moment-là, est-ce que ça va se faire imbriquer là-dedans ou ce sera une autre complètement... Ça sera un autre forfait qui, là, va être réservé peut-être plus à une élite professionnelle ou à des grosses corporations. C'est ça le danger. Avoir le forfait tout inclus. Exactement. Mais en bout de piste, la personne qui nous entend présentement, qui nous voit, veut savoir est-ce que ça va coûter moins cher ou plus cher. C'est ça aussi. La FCC prétend que ça va favoriser une guerre de prix, que les clients, au final, vont être mieux servis. Permettez-moi d'en douter. Oui, moi aussi. Vraiment. Parce que là, la seule façon de faire de l'argent sur le web, c'est par la publicité. Là, ça va être une autre façon de faire de l'argent. Et si on suit l'argent, on sait où est-ce que les choses s'en vont. Stéphanie, on n'a plus de temps, mais juste rapidement, penses-tu que c'était quelque chose de prévu de nous rendre complètement dépendants, puis une couple d'années après, Bill Gates a manqué son coup par une fraction parce que Netflix a sorti son... pas Netflix, Netscape, à l'époque, avait sorti son application qui était gratuite. L'autre, ça venait avec Windows. L'autre, c'était sur une base Linux qui a été incorporée à Windows. Donc, à ce niveau-là, c'est un petit peu complexe, là, mais moi, je t'accro mon téléphone, fait que... On va prendre le forfait tout inclus. Fait que je te dis à bientôt. Moins les sites porno, mais toi, tu seras pas capable de t'en passer. Non, je sais, c'est sûr. Faut pas que tu dévoiles ça. Mais il y a aussi .com. Fait que allez voir ça. Merci, Stéphanie. Alex, c'est drôle, je sens une espèce d'engouement particulier sur le plateau parce qu'il y a plein de bouteilles de vin sur la table. Il y a même des gens qui, actuellement, sont en train de travailler, ont une coupe de vin à la main. Oui, je sais pas si on peut montrer à Alain, mais c'est assez spécial. Alain, qui est notre réalisateur. L'alcool au travail. Il est déjà dans l'esprit des fêtes. Et assez tôt. On est tôt, là, en ce moment. On est tôt, puis pas tôt, parce que déjà, les gens prévoient, puis il y a déjà beaucoup de spéciaux dans nos SAQ, puis c'est pour ça qu'on a recours à une sommelière, justement, pour faire les bons choix, parce que non seulement on reçoit des gens chez nous, mais en plus, on va faire des cadeaux judicieux, aller ailleurs, peut-être pour certains, surprendre nos gens, nos autres, finalement. Tout à fait. Alors, Vicky Volikakis, sommelière. Écoute, je dois dire, Vicky, tout de suite que je connais vraiment beaucoup de choses sur le vin, alors attache ta tuque. Même pas vrai, tu bois même pas de vin. J'ai jamais bu de vin de ma vie, je bois pas d'alcool, alors je me sens un peu ridicule, mais j'ai l'intérêt. T'as l'intérêt pour ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Au moins, il y a l'intérêt. Oui, tout à fait. Il n'est jamais trop tard. Puis je vais même y goûter, là. Donc, c'est un d'apprendre à déguster les vins et tout. Et Vicky t'a apporté donc différents produits. On s'est dit faire un peu comme dans une soirée. C'est-à-dire, tu as l'apéro, tu as le repas principal et tu as le dessert. Et on oublie peut-être trop souvent, mais les rosés, à cet ainsi de l'année, c'est encore possible d'en avoir des bons. Bien, en fait, contrairement à ce que les gens y pensent, ils pensent que rosé égale été. Oui, ça égale été, mais on peut dire rosé à l'année. Ça rime, fait qu'il faut y penser. On a autant des rosés de gastronomie qu'autant des petits rosés de piscine qu'on appelle l'été. Là, ici, je vous ai apporté le Pas du Moine, Château Gassier. On est situé, dans le fond, en Provence. L'appellation Côte de Provence, Sainte-Victoire. Avec un beau rosé comme ça ici, c'est facile à boire en apéro, pas trop sucré, facile à boire en apéro avec des petits canapés. On peut le boire aussi en repas, tu sais, avec une belle entrée comme une ceviche de pétoncle. On a aussi des... J'entends ce ceviche. Ben oui, c'est mon... Non, mais c'est mon genre, mais... Une petite salade d'agrumes, parce que là-dedans, dans le château Pas-du-Moine, dans le château Gassier, le Pas-du-Moine, en fait, vous avez beaucoup d'expressions de pamplemousse rose, de mangue, une touche de noix de coco. Bref, c'est très aromatique et très goûteux. Est-ce que c'est quand même bon à prendre pour certains qui sont plus traditionnels à la maison, qui mangent des pâtés à viande puis des... Bien, en fait... ça pourrait se boire, mais c'est pas l'idéal. La façon dont tu penses, ça se marie plus avec une petite entrée légère. Oui, plus des trucs, puis des fruits de mer. C'est associé à l'été, dans le fond, parce que c'est plus léger. Oui, mais en même temps, avec la gastronomie, on pourrait aller chercher ça avec des poissons, on pourrait aller chercher justement avec les fruits de mer, avec des petits canapés, des salades justement, avec, comme je disais, des agrumes. Mais il y en a parfois des sucrés. Oui, tout à fait. On en a des qui sont plus sucrés, on en a qui sont plus secs. Ça dépend toujours. Ça serait plus mon style, moi, un petit sucré. Bien, lorsqu'on commence à apprécier le vin, on peut faire les choses plus sucrées. Et plus on déguste, et plus on va aller vers quelque chose. On se raffine. Parce que c'est ça qu'elle a hâte au vin de dessert tantôt, c'est ça, le côté sucré. Eh bien, moi, je l'ai spoté, celui-là. Et là, on va déguster tantôt. Tu as un blanc également à nous proposer. Oui. Alors ça, c'est un de mes coups de cœur avant même que je fasse mon cours de sommellerie. Moi, puis que je travaille pour la compagnie pour laquelle je travaille, j'aimais apporter ce vin-là
quand je suis en visite chez des amis. Pourquoi? Parce que là, on est sur la cave de l'or marine, les pins de Camille Picpoul de Pinet 2016. Donc ici, on est sur le cépage Picpoul. C'est beau, hein? Ça se dit Ah oui, bien, mais mais dans les c'est comme faits... si j'écoutais du chinois, moi, en Ah, ce ouais, moment. c'est ça. C'est On est dans le spécial. sud-ouest de la France. OK. On est sur le bord de la Méditerranée. Donc, situé sur l'étang de Thau. OK. Juste à côté, on a un élevage d'huîtres. Ici, on est sur un cépage typique du sud-ouest de la France. On a un petit côté salin OK. parce que, les vignes s'abreuvent justement De ce climat-là, De ce climat-là, Donc, de tout vraiment, l'environnement un sommelier- méditerranéen. Le sommelier peut goûter toutes ces subtilités-là. Mais même c'est les comme un gens voyage. que je le fais découvrir, ben ils font comme « Ah oui, c'est vrai, t'as raison, on trouve un petit côté salin. » Mais Wow. c'est subtil, c'est pas genre Oui, oui, oui. si tu te mets la langue sur un fromage halloumi qui est hyper salé. Là. Alors, je vous invite à le déguster. Oui. Et ça, justement, on mange ça avec quoi, ce vin blanc-là? En fait, idéalement, les huîtres. Tu sais, Ouais. on est encore dans les mois qui finissent par brun. Donc, des huîtres. Ensuite, on peut prendre ça avec... des fois, on n'a pas le goût de manger trop chargé lors du temps des fêtes. Alors, peut-être des pâtes citronnées avec Ah ouais. un peu de romarin, quelque chose de léger. C'est très léger, OK. Oui, des petits poulets, encore là, très bien avec les fruits de mer, ça se peut être prête super très bien. bien. Et là, Vicky, il nous quand- reste plus beaucoup de excuse-moi. temps, mais Ah oui, vas-y. vas-y. Non, mais vu qu'il reste pas beaucoup de temps, allons-y. Mais je voulais juste savoir, en fait, quand on le déguste, il faut comme juste le passer partout en bouche. Bien, en fait, au début, on le regarde, on regarde sa couleur, ensuite, on fait un premier nez, on sent certaines odeurs, ensuite, on fait un deuxième nez, et là, on voit que le vin va peut-être s'ouvrir encore plus que le premier nez, et on va retrouver peut-être des fois les mêmes arômes qu'au premier nez. Et ensuite, on le déguste. Mais lorsqu'on le déguste, comme moi, j'en déguste beaucoup, avec mon travail, je peux pas les boire, sinon on oublie ça. Oui. Donc, on fait une rétro-olfaction. Donc, oui, on le fait rouler un peu sur notre langue avec un filet d'air qui passe. Donc, on peut bien sentir que c'est... Ouais. Toutes les sens, qu'est-ce que ça goûte, ce vin-là. Wow. Puis ensuite, on le recrache, là. Et si on a un rouge ici... Alors, je vous amène en Californie. Ici, Sebastiani Cabernet Sauvignon 2016. On est sur 96 Cabernet Sauvignon, 4 Merlot. Alors, c'est un beau vin rouge qui n'est pas boisé, parce que souvent, les Californiens sont très, très boisés. Ici, on est sur quelque chose de pas boisé, fruité, moyennement corsé, parfait pour aller avec les six pâtes, justement, avec les repas traditionnels, là. les roast beef, tu sais, un bon roast Un beef bon au repas de jus, Noël. là. Quelque chose qui a du Ben, corps. c'est ça. Toutes ces... Mettons, il y en a aussi qui aiment ça faire du canard, alors, Ouais. des repas, des La fêtes, volaille. tout ça, ça peut être super bien. Alors ici, je pense que Sebastiani pourrait être une valeur sûre, soit à donner en cadeau ou bien pour faire. accompagner vos repas. Et pour Le terminer... vin de dessert. Écoutez, Toi, t'as bien hâte. Oh, oui. ça, ici, on est sur le muscat de Rivesaltes 2013, ici, de Domaine Caz. On revient dans le sud-ouest de la France, dans Languedoc-Roussillon. Et on est sur 50 muscat à petits grains et 50 muscat d'Alexandrie. Ici, je vous invite à déguster ça. Oui. C'est vraiment délicieux. J'adore ça. C'est comme Alors, voyager. Oui, ce vin c'est de voyage dessert. en restant Ouais, ici. J'adore. Oui, c'est un vin de dessert, mais en fait aussi, c'est aussi un vin qu'on peut prendre en apéro. Moi, personnellement, je préfère le boire en dessert avec une bonne crème brûlée. Avec un zeste d'orange, avec une tarte Oh, aux mon fruits. Dieu! Tu sais, des bien desserts qui ne sont pas trop sucrés, parce que ça, puisque c'est déjà un peu sucré, ça va aller comme bien marier Ouais, c'est le ça. tout. Là. Enrobé, C'est finalement. vraiment une gâterie. C'est Ça goûte le ciel. C'est vraiment très, très bon, Oh, sincèrement. mon Dieu, Moi, étant pas un Seigneur. adepte de vin sucré, puis là, vraiment, j'ai trouvé... C'est super aromatique, Ouais. c'est Wow. frais. La température de service idéale pour ça, c'est 8 degrés. C'est super important de bien servir chacun des vins à leur bonne température respective, Là, parce il que... était parfait. C'est là qu'on va chercher le maximum de goût de Tout à corps. et tout ça. fait. Puis évidemment, avec la bonne compagnie, on Ouais. apprécie toujours mieux. Certainement. Et le Perrier? Oui, ça, c'est le meilleur digestif Ah, oui. pour après. Ah, merci, Vicky. Merci, Vicky. On va les Ça a caler, été un plaisir. Merci. Plus d'un millier de Lavallois accèdent à un médecin de famille. En l'espace d'une semaine, c'est pas moins de 1114 Lavallois inscrits sur les listes d'attente pour trouver un médecin de famille qui ont été exaucés. Du 17 au 24 novembre, le département régional de médecine générale, connu aussi sur le DRMG, de concert avec l'Association des médecins omnipraticiens de Laval, a coordonné des séances de jumelage avec 78 médecins de 14 cliniques disséminées à travers le territoire. À l'égard de leurs nouveaux patients, les omnipraticiens participent à ce projet pilote qui avait par ailleurs préalablement libéré certaines plages horaires afin de rencontrer ceux qui en sentaient le besoin, facilitant grandement le processus autant pour les patients que pour les médecins de famille. L'initiative sera reprise à la grandeur du Québec lors d'une grande inscription. C'est ce qu'a déjà laissé entendre le ministre de la Santé et des Services sociaux, Dr Gaétan Barrette.
En date du 3 juillet, il y avait sur le territoire de l'île Jésus 12 553 Lavallois inscrits au guichet d'accès à un médecin de famille. Les données compilées par la RAMQ avaient été rendues publiques par la Coalition Avenir Québec à la fin de l'été. Alors, une très bonne nouvelle dans ce dossier. Contrôle routier accru après la mort d'un piéton dès le lendemain de la mort d'un piéton happé par un véhicule sur le boulevard des Laurentides. Le service de police de Laval qui a décidé de déployer de nombreux points de contrôle routier dans le secteur où s'est produit ce drame. Dans la matinée du 8 décembre, pas moins de 6 intersections, la plupart boulevard des Laurentides, étaient ciblées. 5 constats d'ailleurs d'infraction avaient été remis autant des piétons qu'automobilistes qui ne respectaient pas le code de sécurité routière. Les opérations policières de sécurité routière se déroulaient donc durant une semaine entière. Rappelons que le 7 décembre, ce citoyen de 90 ans a été heurté mortellement par un véhicule d'une jeune conductrice qui s'engageait sur un feu vert sur le boulevard des Laurentides à la hauteur de la rue Meunier. Évidemment aussi à la période du temps des fêtes, party de bureau, soyez prudents. Un 866 Desjardins pour contacter Nez Rouge sur le territoire lavallois. Vous venez de l'entendre jouer, de le voir également à l'écran. Puis il prétend des fois avoir l'air ticoune quand il s'exprime, mais moi je trouve pas. Vous allez trouver effectivement que non seulement il a beaucoup de talent, mais aussi toute une feuille de route. Je n'ai qu'à nommer quelque chose. 4 fois sacré gagnant du renommé Festival de musique classique de Montréal. 7 fois récipiendaire d'une bourse et d'une mention spéciale de la Fondation de soutien aux arts de Laval. Notre pianiste invité cette semaine, Rousseau, salut! Salut! Rousseau qui ça n'a va? plus rien Merci à d'être prouver. là, plus rien à prouver. Ah, c'est quoi, Rousseau? Tout à prouver. Parce que je m'attendais à avoir un pianiste classique Ouais. un peu hautain. Non, ouais, moi aussi je pensais, mais on est loin de ça. Non, c'est tout à fait Mais le c'est loin contraire. de ça, Ouais, on ouais. t'adore Absolument, déjà. ouais. Et tu te traitais de ticoune avant d'entrer. Non, moi j'ai trouvé ça très drôle, fallait Moi que je le aussi, ramène. j'adore. Tu nous as conquis déjà. Ouais, tu nous as conquis avec ta fraîcheur. Puis c'est ce que d'ailleurs tu proposes avec ta musique. Exactement. C'est justement, tu sais, quand tu parlais, peut-être un peu, peut-être, tu sais, hautain, mais aussi dans un milieu classique où nécessairement, des fois, les gens se prennent un peu au sérieux. Toi, tu as l'air tout à fait détendu. Tu me permettras l'expression espagnole slack. Puis tu le maries avec d'autres styles en Oui, plus. oui, exactement. Oui, Électro. l'électro. Absolument. Et pourquoi justement cette démarche-là artistique? Ben, vous m'enlevez un peu les mots de la bouche, c'est ça. En fait, moi, je suis un gars tout à fait normal. J'ai une famille de hockey, on aime le hockey. On est, je sais pas, on est des Lavallois de souche. OK. Puis j'ai fait du piano classique, T'es du content du piano. Rocket, t'es content de la venue, mais pas content de la tenue du Rocket. J'ai pas suivi OK. le Rocket, je sais pas s'ils vont bien, mais j'étais là au premier match, puis c'était incroyable, c'était vraiment le fun. J'aime suivre le hockey là, beaucoup. Puis non, en fait, j'ai été pris comme ça quand j'avais 11 ans au conservatoire classique. Moi, je savais pas ce que ça voulait dire. Mes parents étaient contents, etc. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un enseignement très rigoureux, très intense. Et Mais pourtant, tu as commencé à 4 ans à jouer du piano. Ouais. Tu devais te douter que tu avais un certain talent rendu à 11 ans. Oui, mais je veux dire, peut-être C'était pas pour aller le faire... fun, toi. Ben, c'est pour le fun, mais en même temps, j'ai déjà pleuré une couple de fois pour pratiquer. Puis, Mais tu sais, à 4 des ans, fois, qu'est-ce qui c'était- t'a attiré vers le Quand piano? j'étais tout jeune, c'était le piano chez ma grand-mère. J'ai juste OK. j'ai joué là-dessus. Puis d'autres, c'était qu'est-ce que tu vas faire comme sport. Moi, la question, c'était quel est ton instrument. Et C'était même pas qu'est-ce que tu veux faire, c'était quoi ton instrument. Est-ce que tu avais un talent inné déjà à 4 ans ou il a Ben, c'est fallu dur que à tu- dire soi-même le dire, mais je pense que oui. Ouais. J'avais de l'air à bien bouger. Puis je me souviendrai toujours d'une fois où est-ce que j'ai pas pratiqué du tout de la semaine. Puis juste la journée d'avant, là, j'avais tout appris ma chanson. Ah ouais. Puis ma prof avait pensé que c'était incroyable. C'est Oh, incroyable. my, OK. J'avais compris des Tu viens affaires. de nous quand même nous rassurer pour certains, des fois, qui ne pratiquent pas leur truc, dernière minute. Mais aussi, tu parlais de bouger. Puis ça m'a toujours fasciné, les pianistes, l'intensité. Alain Lefebvre, entre autres, en est Oui. un. Tu sais, les pianistes ont toujours comme une espèce de motion au baseball d'un lanceur. On dirait que vous bougez, puis on voit votre crinière, vous avez tous les cheveux longs aussi. Puis là, on vous voit tout bouger. Là, ça, c'est-tu pour la frime, Ouais, c'est pour je le me demande spectacle? aussi. Oui, Ouais, ben, c'est- écoute, quand t'en mets beaucoup, c'est pour la frime. Mais pour vrai, moi, quand je joue, non, je bouge quand même pas mal. Mais quand c'est du classique, là, on parle des petits mouvements comme ça, intenses, puis d'aller vers un gros bout à la fin. Ouais, quand, les on yeux pratique, fermés. quand on pratique ça tout le temps, il y a vraiment des choses qui se passent quand même. Il y a Ouais. des moments qu'on veut vraiment tirer ou Ouais. attendre un peu. Fait qu'ils viennent naturellement.
mais ils peuvent être exagérés. OK, Ouais. mais c'est parce que tu fais corps avec ta musique. Oui, oui, oui. Tu amènes ton auditeur avec toi aussi. Oui, parce que ça peut faire vraiment des frissons puis des trucs en dedans. Puis des fois, on le sent plus après la 100e fois qu'on le joue, mais on le recrée, puis on essaie quasiment de le frimer là, pour que les gens, ce soit la première fois qu'ils le sentent, là, cet effet-là. C'est comme chanter, hein? On se donne un Ouais, air ouais, aussi. on se donne un là, air. Ben, la c'est même ça. chose. C'est un spectacle. Ou toi, quand C'est un tu joues de la spectacle. guitare, Moi, quand je joue de la guitare. dans beurre épais. Ben, C'est oui, un spectacle, mais même dans mon local, je peux me trouver à bouger un peu. Fait que le spectacle est quand même un peu une réalité. Mais comme Lang Lang et Alain Lefebvre, probablement qu'ils en mettent un peu aussi. Ouais, là. c'est ça. Ça, puis les bagues là, aussi. Là, Ouais, tu sais. ouais, pour aller avec. Oui, vas-y, mais j'allais vas-y. dire, tu as un album qui sort l'année Oui. prochaine, Oui, en 2018, automne, je C'est crois. ça, après l'hiver, exactement. Puis là, l'extrait qu'on a vu, c'est pour Rosemont. Rosemont, La ouais. pièce Rosemont, mais Exactement. toi, tu es né à Laval, c'est Oui, ça? Alors, complètement. c'est quoi l'inspiration de Rosemont? Je suis à Montréal depuis. Je suis en appartement depuis que j'ai 20 ans, depuis 8 ans. Et j'ai vécu à Rosemont pendant 5 ans. Donc, en gros, Rosemont, ce que c'est les matins très tardifs. Là. Quand tout le monde travaille, quand Rosemont bouge beaucoup, mais toi, tu es chez vous avec ton deuxième café. Oh, Ouais. oui. Fait que c'est vraiment, vraiment juste. Que tu observes. Et- Exact. Ou des C'est matins vraiment ce enneigés, feeling-là. où les voitures sont prises dans la neige. On dirait qu'il n'y a plus rien qui se passe. On dirait que c'est la fin du monde à C'est Montréal. ça, c'est ça. Mais toi, tu es chez vous, Ouais, dans ton cocon. dans ta bulle. Puis le petit piano, les petites affaires. Pas nécessairement seul, des fois à deux, les petits matins. tu Mais sais. pour ceux qui ne sont peut-être pas, tu sais, sont peut-être des néophytes, ne sont pas habitués pour un créateur comme Ouais. toi, comment on en arrive à composer une pièce musicale instrumentale, d'où l'inspiration vient, et également comment on en arrive à lui donner un titre aussi, parce que t'as pas de poésie, t'as pas de texte pour supporter la pièce musicale nécessairement. Là. Des fois, il faut que je trouve un titre après avoir composé. Là, j'imagine un titre, j'imagine une histoire. Mais dans le cas de Rosemont, quand je l'ai composé, je regardais dehors. Fait que à un moment donné, les premiers accords, je me suis pas dit « Ah, ça, c'est Rosemont. » là. C'est pas comme... je fais pas une association immédiate avec Rosemont. Alors avec Rosemont, mais c'est pour ça que c'est Mais écrit je un me peu demandais l'histoire. vraiment la même chose. Je Ouais. te dis, des fois, on est connectés. On est vraiment je me demandais connectés. comment tu peux transposer ce que tu vois en son sur ton piano. C'est quand même. Ouais. Parce que bizarre. c'est contemplatif, cette pièce-là, Rosemont, notamment. Là. Oui, on peut dire ça. Ouais. Un bout plus intense dans le centre, Oui, mais ça oui. commence un peu plus relax. Exact. Puis pour la composition, par contre, là, je gosse des affaires jusqu'à temps que je trouve quelque chose de particulier, que j'ai pas trop entendu souvent, que je sais que je vais pouvoir exploiter. Là. Est-ce que sur cet album à venir aussi, ce sera dans cette même tangente de ce que les gens peuvent entendre sur Rosemont? Ce sera... Oui, mais j'ai quand même plusieurs styles à travers le piano. Fait qu'il va y en avoir qui bougent beaucoup plus, Ouais. puis il y a un peu plus calme aussi. Il y a C'est pas, du jazz c'est pas aussi, uni je crois. tant que ça. Ça se promène beaucoup. Tu t'en vas dans le jazz, dans le pop, l'électro. Exactement. Parce que j'écoutais ce que tu Exactement. faisais sur YouTube, justement, aussi, l'électro, tu Ouais, très l'incorpores, intense. c'est Ouais, intense. ça. Mais ça, je vais pas le faire pour mon album piano. Mais évidemment, moi, je fais un peu de tout toujours. Fait que j'aimerais ça que si les gens me suivent, là, ils Ouais. puissent regarder, ils soient pas trop gênés de regarder mon électro, mon piano. Moi, je pourrais jamais m'empêcher de faire toutes ces affaires-là. Mais pour le projet de piano, je vais vraiment me faire un beau petit packaging, bel petit album, piano solo. Xavier, il fait Parfait. du piano en premier. On peut tu sais. télécharger sur iTunes ta pièce Rosemont? iTunes, Spotify, Spotify, etc. Apple Music, tout le kit. Oui, exactement. On peut aller aussi la voir sur Facebook, Rousseau Musique ou sur YouTube. Puis c'est vraiment un beau vidéo, on est très fiers. Et tu mélanges la pop aussi, peut-être pour ceux qui veulent te découvrir de la pop, c'est-à-dire des chansons connues qu'on connaît, là, et tu les transposes à ta façon. Oui, aussi. c'est ça, des covers, comme Des on covers, dit, là, oui, une couple de exactement. vidéos. En oui, c'est ça, sur terminant, YouTube. Rousseau, tes inspirations, c'est qui? Mes inspirations dans toute ma vie, globalement, là, il y en a beaucoup, on va faire ça vite. Il y a Chopin, Rachmaninoff, après il y a Led Zeppelin, Ouais. il va y avoir Skrillex, puis il va y avoir Deadmau5. C'est assez varié. C'est assez varié. Skrillex et Chopin. Ouais. Ça La première ressemble fois, beaucoup. quand j'ai entendu Skrillex la première fois, ça m'a Moi aussi, complètement j'ai capoté ramassé. là-dessus. Complètement. C'est comme Je s'il comprenais réinventait un rien, style. puis je savais pas ce que j'entendais, puis j'ai eu un... J'étais coincé, quasiment pas bien, là, tellement qu'il fallait que je comprenne c'était quoi. C'est vrai, c'est spécial. Ouais, Il y a je me une demandais belle vraiment. sensibilité dans Ah, c'est super musical, puis les sons sont dégueulasses. C'est vraiment spécial. Ça fait sentir tout croche, mais c'est incroyable. C'est fou, raide. Ouais, ça m'a vraiment ouvert l'esprit, ça. Merci Skrillex. beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est le fun. Merci à toi. Il y a 2-3 ans, Nicolas Vincent-Poirier m'a parlé d'un film à l'émission Laval et compagnie qui s'appelait The Room. Le film, le pire film de l'histoire du cinéma. Ben, considéré comme un Considéré, épée, oui, mais, parce que c'est sûr qu'il y en a des pires. Et là, en fait, tu viens nous parler de Disaster Artist, qui est comme un film sur ce film. Exactement, parce que ce qu'il faut...
Je vais rappeler un petit peu le contexte du film The Room. The Room, c'est un drame. OK? Ça a été fait en 2003. C'est un drame. C'est à propos d'un cercle amoureux. Et c'est pas censé être drôle du tout. Et Tommy Wiseau, l'acteur, scénariste, réalisateur... Homme à tout faire qui a fait ce film-là, lui, c'était une démarche extrêmement sérieuse. Et finalement, ça n'a pas du tout donné le résultat. Tout le monde riait de ce film-là. À la première, tout le monde a ri. Tout le monde a ri et tout le monde a continué à rire depuis les 14 dernières années. Fait qu'il est comme devenu une vedette ou un phénomène culte sans le vouloir. Malgré lui. Et lui, il a dit OK à ça parce que, tu sais, on s'entend que quelqu'un qui prétend qu'il va faire le meilleur film de tous les temps parce que c'était le but en 2003 et se ramasse avec quelque chose que les gens trouvent absurde et très drôle, ça fait mal à l'ego. Et lui, ce qu'il a dit, finalement, il a dit, regarde, OK, regarde, moi, je suis neutre par rapport à ça. Vous riez, bien, regarde, tant mieux, c'est fait pour rire. Et voilà. Sinon, son film aurait passé complètement inaperçu. Donc, ça. tant mieux pour lui. Mais ce gars-là, et dans le fond, The Disaster Artist, ça raconte un peu le déroulement de ce tournage-là. Parce que Tommy Wiseau est un personnage assez mystérieux. Il veut jamais dire son âge. C'est pas tout à fait clair. Il a fait à croire au début des années 2000 qu'il était comme mi-vingtaine. Il a plutôt l'air de quelqu'un de fin quarantaine. Exactement. Tu sais, c'est pas grave. Il a jamais voulu dire vraiment d'où est-ce qu'il vient. On comprend qu'il vient dans quelque part en Europe. Mais c'est jamais clair. Et en plus, d'où est-ce qu'il a trouvé, comment il a fait pour trouver 6 millions de dollars pour faire le film The Room? C'est encore un mystère. C'est un énorme mystère. Mais il a expliqué d'où vient sa grande source de revenus. Semblerait-il qu'il y avait un magasin de jeans et qu'il a vendu et qui s'est fait tout cet argent-là. Pour 6 millions. Avec des jeans. Difficile à croire. Difficile à croire, mais il y a les pubs sur Internet pour le prouver parce que pour rentrer dans l'union des acteurs à Los Angeles, Hollywood, ce qu'il a fait, justement, il était pas capable de trouver des contrats, donc il a réalisé une pub où il s'est donné le rôle principal, une pub pour son magasin de jeans. Littéralement. C'est pas fou, il a fait la même chose en pub au cinéma. Parce que Tommy Wiseau, pour ceux qui ne savent pas, c'était un acteur qui voulait être connu puis avec son chum de le rêve américain, littéralement. C'est ça. Un genre de Xavier Dolan, mais pas le même talent. C'est ça. Et Greg Sestero, celui qui interprète son... Comparaison boiteuse, mais bon, on va la prendre. Écoute, Tommy va la prendre, c'est sûr. Ouais. Tommy va la prendre. Greg Sestero, qui joue le meilleur ami de Tommy dans le film The Room, c'est lui qui a écrit The Disaster Artist parce que pour lui, le tournage avait aucun espèce de sens. Parce que là, il y a un livre, on a adapté ça d'un livre qui s'appelle The Disaster Artist, My Life Inside the Room, The Greatest Bad Movie Ever Made. Donc, justement, il y a James Franco qui est derrière ça également. Oui, c'est ça, c'est lui qui interprète le rôle principal, c'est lui qui réalise le film aussi. Donc, il se retrouve un peu à faire un Tommy Wiseau. Oui, bien, il a resté un peu dans son personnage, semblerait-il, pendant le tournage et il a gardé comme l'accent de Tommy Wiseau pour diriger un peu le monde. Mais tu sais, c'est peut-être pas une bonne chose quand le gars est considéré comme, d'une certaine façon, le pire réalisateur parce qu'il a fait le pire film de tous les temps. Et pire acteur, de ce qu'on peut voir aussi dans, mais en même temps, dans la bande-annonce. On se demande à qui ça peut aussi toucher. Je veux dire, à qui... pour la réalité, le pourquoi de ce film-là, la réalité de ben, c'est une histoire qui peut toucher à peu près tout le monde parce qu'en dehors de la grosse joke, on va dire, qui est le film The Room, l'histoire de Tommy Wiseau, ça peut nous toucher tous d'une certaine façon parce que le gars, comme nous tous, il a des rêves, il a des espoirs et il essaie d'atteindre ses rêves. Et finalement, il réussit pas de la manière qu'il le pense, mais malgré tout, il a réussi à atteindre un certain objectif. La vie est ironique comme ça, des fois. Exactement. Et c'est drôle qu'on en parle parce que actuellement, il y a beaucoup de tendances chez les jeunes, c'est devenir un YouTuber, devenir influenceur, de percer, de devenir... Quand on demande aux jeunes, maintenant, à l'école, il y avait un reportage récemment que j'ai attrapé au vol, et les jeunes disent « Je veux être YouTuber, je veux être une vedette instantanée. » Donc, il y a ce désir-là qui, je pense, traduit un peu à travers ce film-là, derrière la morale et le message qu'on lance. Mais par contre, ce qui fait la beauté du film The Room, et c'est ce qui fait la beauté de l'histoire aussi de film de Disaster Artist, c'est que Tommy Wiseau n'a pas faké quoi que ce soit. C'est lui, il a mis tout son cœur dans ce projet-là. Tu sais, quelqu'un qui veut devenir connu parce qu'il veut être connu,
OK, il n'y a pas vraiment d'authenticité là-dedans, Non, tu sais, mais c'est si tu veux le faire pour une raison, peu importe laquelle, c'est déjà 1000 fois plus Il authentique. a quand même Et investi Tommy 6 Wiseau, millions, 6 millions de dollars. c'est pas peu dire. Mais ce désir de dire que si on devient une vedette de la musique populaire sur le plan du web, sur le plan qu'on devient quelqu'un, on peut être très bien être quelqu'un, devenir quelqu'un ou être soi finalement, ne serait-ce que d'en être finalement un caméraman, que d'être finalement, je dis souvent un éboueur parce que c'est nécessaire dans notre société d'être un médecin finalement, tu sais. C'est de préciser ça peut-être aux jeunes de cette nouvelle ère où l'instantanéité fait maintenant partie de nos vies. Là. Et tu sais, bon, on prend l'histoire de Disaster Artist, et ça prouve que, tu sais, il y a eu toute la volonté pour percer, ça a marché, mais tellement pas de la façon qu'il s'imaginait, parce que pour lui, c'était quelque chose de tellement sérieux. Il allait faire le meilleur film de tous les temps, un drame incroyable, et finalement, bien, il a accepté ça, que les gens rient de ça. Et qu'est-ce que ça donne au bout de la ligne? Bien, il fait le tour du monde régulièrement, il présente son film et il s'est fait énormément d'argent. James Franco a évalué qu'en moyenne, ce gars-là doit à peu près se faire entre 500 000 et 1 million par année. Le budget de Disaster Movie, c'est 10 millions. C'est pas tant plus que le film original. Et pourtant, il a l'air excellent, le film. Il est excellent, mais de toute façon, je pense que même avec 9 millions seulement en box-office jusqu'à date, quand il va gagner des prix, on va le sortir, avoir une plus grande distribution et le film va se faire passer. Mais moi, Seth Rogen, je suis vendu déjà, je l'adore. Puis d'ailleurs, il faut dire que le film prend l'affiche au Québec, mais en version originale en anglais seulement. Oui. Alors, précisons-le. Et puis, tu auras un devoir, soit d'aller voir ton film préféré à venir, Star Wars! Ouais. Hey, parce qu'il n'aime pas Star Wars, je n'ai jamais compris pourquoi. Moi non plus. Je n'ai jamais compris. On s'entend bien pour ça. C'est pas que j'aime pas ça, mais c'est pas que j'aime ça. C'est quelque chose de très protocolaire pour moi. Il faut regarder ça. Pourquoi? Ben parce que, tu sais... moi-même, j'ai passé ça, je le regarde même pas. Un critique de film qui n'aime pas Star Wars. En passant, en terminant, The Room, vous n'avez pas besoin de voir The Room pour apprécier The Disaster Movie. Merci à tous. Ouais. Merci, Nicolas. Star Wars. 30 000 $ pour la Fondation du Cosmodome. La 4e soirée bénéfice de la Fondation du Cosmodome a engrangé des profits de 30 000 $, de l'argent qui sera réinjecté dans la communauté afin de faciliter l'accès au musée à des enfants en situation d'adversité. Au total, 105 personnes ont participé à ce récent cocktail dînatoire durant lequel elles ont pu bénéficier des installations du Cosmodome, prendre part à un encan silencieux ou écouter la conférence d'un invité de marque, l'ancien sprinter Bruni Surin. Ce dernier avait accepté de venir parler de motivation, dépassement de soi et de son parcours lors de cet événement. La soirée a été un succès. Nous avons atteint notre objectif, a révélé Marc Deblois, directeur général de l'institution muséale. Avec l'argent, on pourra donner un accès direct aux activités du Cosmodome. Par exemple, nous avons accueilli des femmes et leurs enfants qui provenaient d'une maison d'hébergement pour femmes violentées et des enfants du centre de pédiatrie sociale du Dr Julien. La Fondation avait envoyé un autobus pour aller les chercher. Plus ça va, plus les demandes en ce sens augmentent. Le directeur explique que la Fondation est une entité différente du Cosmodome, mais toutefois supportée par les employés du musée. Ça fait une grosse différence en termes de coûts d'opération. De cette façon, 95 % de l'argent est disponible et reste dans le milieu, dit-il. Par le biais de ces activités, la Fondation stimule l'intérêt des jeunes aux sciences de l'espace, à la culture scientifique et aux carrières liées au monde de l'astronautique. Je suis très content de l'accueillir avec nous. Puis en même temps, ça va faire un peu différent parce qu'on le sait, c'est un expert en politique, chroniqueur politique, Raresh Bourlacou. Merci d'être là. C'est un peu plus léger comme sujet. Mais c'est plus léger ce que tu nous as décidé de nous parler cette semaine. Bien, parce qu'on est... bonjour tout le monde d'abord. Bonjour Raresh, on t'aime tellement. Désolé, on est dans notre salon. Je veux te dire, je t'aime. Moi aussi. Je t'aime d'amour. Puis on aime Laval, on aime l'équipe d'ici, on aime la télévision. T'as toujours une belle lumière. C'est très important de donner tout ça à notre communauté. Tout à fait. Et tu veux nous parler justement de Noël, d'histoire. Comment on célèbre Noël à travers le monde? À travers le monde, je commencerai avec le sapin de Noël. Ben parce que, bon, les enfants, ils aiment ça, les adultes, pareillement. On dit qu'on le fait à la veille de cette grande fête chrétienne, le 25 Noël, pour la simple raison que, pour dire à nos amis à la maison, ça arrive de peuples germaniques de mettre des guirlandes
guirlandes, commençaient à mettre des fleurs, des couronnes, toutes sortes. Donc, des les Allemands, objets. les Autrichiens... Effectivement, donc c'est ce qu'on appelle le Saint-Empire en Inde germanique, ce peuple qui parle comment... Mais on parle de plusieurs siècles, là. On parle Mais de... ça avait quand même un lien avec la naissance de Jésus à ce moment-là. Oui, OK. oui, parce que c'est pourquoi, par exemple, on met le sapin. Le sapin est considéré, même après, quand l'arbre n'existe plus, là, disons, ça va rester verte. Fait que ça symbolise la vie, ça symbolise la pérennité, quelque chose qui ne meurt jamais, comme Jésus-Christ. Alors, ils font ici une Et je lisais, parallèle. parce qu'il y a aussi le fait qu'on regarde la fenêtre dans laquelle on est à chaque année quand on célèbre Noël, le 25 décembre. Selon les histoires, selon les écrits qui en sont restés de cette époque, justement, du christianisme, et en l'occurrence de Jésus-Christ, on disait que ce n'était pas l'hiver quand est arrivé toute la genèse de ce qui s'est passé avec Jésus-Christ, sa fin, tout ça, sa renaissance. On disait que ce n'était pas l'hiver à Noël et que ça a été institué le 25 décembre à cause des fêtes païennes à l'époque. Oui, effectivement, qui est considéré une fête comme pré-chrétien pour le monde qui célèbre tout cela. Peu importe d'où on regarde, la question la plus intéressante, c'est qu'on met une étoile au sommet du sapin. L'étoile de Bethléem. Bravo, Bethléem, qui se trouve dans une ville très convoitée aujourd'hui, Jérusalem, au nord de Jérusalem, qui vient d'être désignée par le président américain Trump comme capitale Alors, il y a même de la politique tout le temps dans... Il faut dire que, ça nous montrait tout à fait, comme tu avais dit, Amélie, la roue vers Bethléem, mais ça symbolise aussi, donc c'était l'étoile de David dans l'Ancien Testament, tandis que dans le Nouveau Testament, ça symbolise en fait la naissance de Jésus-Christ. Puis on sait que l'étoile de David, durant la Deuxième Guerre mondiale avec les Allemands, ça a été un symbole aussi pour une communauté, mais ça, c'est une autre discussion. Mais avec le Noël plus contemporain, peut-être 20e siècle, quand on regarde le Père Noël, qui est devenu quelque chose d'un peu, peut-être, je dirais, commercial. Oui, mais c'est ça, Saint-Nicolas, qui est un personnage... Moi, je suis de confession orthodoxe. Bon, je ne suis pas pratiquant, mais c'est considéré comme un cousin. Ils viennent à la veille de la jour de Saint-Nicolas. Donc, orthodoxisme et catholicisme sont quand même assez proches. Bon, il y a quelques petites différences. Les orthodoxes en étant une religion, disons, plus contemplative. Donc, on peut plus observer, moins pratiquer, tandis que le catholicisme, il exige de ses pratiquants une participation très active. Bon, alors, ça vient le Saint-Nicolas, avec des petites sucreries. Puis là, après, c'est le Père Noël. Juste pour vous faire une confession triste, pendant le régime communiste que j'ai vécu jusqu'à 18 ans de ma vie. En Roumanie? En Roumanie, jusqu'à la chute du mur de Berlin, c'était interdit. Donc, il était enlevé de tous les livres, de toutes les discussions. Tout ce qui a rapport à Noël. Donc, on ne pouvait pas célébrer. C'était à l'index, comme on dit. C'était à l'index, puis c'était tu courais le risque d'aller même en prison si tu faisais... Mais vous connaissiez la fête. Bien sûr, parce que ça, c'était une tradition qui existait depuis longtemps. Ça, c'est juste durant le totalitarisme communiste. Mais les grands-parents, surtout dans les régions plus rurales, ils continuaient à Mais sais-tu pourquoi c'est traditions. interdit, en fait? Parce que c'est un régime athéiste par la nature même. Alors, tu ne peux pas avoir parce des que c'est quand même associé... Oui, ils ont démoli des églises par milliers et par milliers. Et prenons un pays que tu connais bien, tu as tes racines roumaines, puis dans des pays limitrophes à la Roumanie. Comment on célèbre Noël chez vous, dans tes pays d'origine? C'est très intéressant parce que il y aura 1000 traditions, même d'une région à l'ordre de 300-350 kilomètres. Donc, d'abord, c'était, imaginez-vous, considérer le sapin comme un symbole, même aussi pour les personnes qui décèdent. C'est une symbiose spirituelle entre la personne qui décède
puis les gens qui sont toujours qui là restent, pour être festifs. pour être festifs. Donc ça, c'est un rapport à la religion. Tout le monde prépare des sucreries, des petits cadeaux. Alors les gens... Qu'est-ce que vous mangez, par exemple? Ou du porc, Beaucoup de porc. Beaucoup de porc, c'est ça. Donc, il n'y a pas de dinde nécessairement. Non, c'est pas ça dans votre existe menu. même La pas dans dinde la farcie, culture. non, ça, c'est existe pas. américain. Non, beaucoup de porc, porc rôti, dans plusieurs types. Et on échange des cadeaux Beaucoup de aussi. cadeaux. Beaucoup de oui. cadeaux. Puis les gens, tous les amis viennent par la suite pour avoir une pomme, une chocolaterie, une panettone type... Ça ressemble à les Oui. vieux Noël, Ouais. dans le Oui. temps de nos Puis grands-parents. très attention, Amélie, alors on met des corons de fleurs parce que ça symbolise l'amour par excellence. Donc, OK. dans toutes les maisons qui mettent un coron, alors ça veut dire que les filles, ils aiment la vie, ils aiment la On OK. s'embrasse sous le gui. Ouais, Oui, mais oui, aussi, oui, aussi. oui, oui, Et oui. est-ce que le côté musique de Noël... Oui, est-ce c'est que des ça- chansons, oui, c'est très, très riche. Encore une fois, les zones rurales, ils ont continué à avoir ce patrimoine, à le partager. Il y a 1000 chants. Un peu comme la musique traditionnelle québécoise ici. Oui, là. effectivement. Ça rassemble beaucoup. Quand j'avais entendu, j'ai vu la famille Dion qui Chanter, chantait, ouais. ça me rappelait effectivement les Une chansons. crèche sous le sapin, Tout à fait. Oui, Reste, oui, ça existe. Oui, Ah. ça existe. Ben, c'est très intéressant. Merci Est-ce que tu veux revenir la semaine prochaine nous en parler encore? On va voir. On va voir, ça dépend. mais je te souhaite ta venue encore une fois pour venir nous parler encore une fois de la Merci, tradition au grand Noël. plaisir. Merci, Rarez. Merci. Il vient nous parler de nouveau cette semaine de certains dossiers en lien avec l'achat d'une première maison. Il est courtier immobilier. Alex Sadou, merci d'être encore avec nous. Merci à vous. Merci. Bonjour, Alex. Bonjour. On revient un petit peu sur la première chronique, donc la chronique précédente, sur la question de la mise de fonds. On avait quand même, expliqué, il y avait différents types de financement possibles, mais il y avait 5 il y avait 20 aussi. Peut-être revenir un petit peu là-dessus brièvement. C'est ça. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on décide d'acheter aujourd'hui, même si on met 5 avec le temps, on va avoir eu le temps de capitaliser notre hypothèque de 1. De 2, on va sauver sur le taux d'intérêt, étant donné que les taux d'intérêt n'arrêtent pas de monter avec les années. Et de 3, la réglementation hypothécaire, dans le fond, continue de changer. Ça devient de plus en plus dur, dans le fond, à un acheteur de se préqualifier. Mais pour le 5 puis la SCHL, c'est ça? SCHL, ouais. Ce qui est moins intéressant, c'est quand tu vends juste quelques années plus tard, 4-5 ans plus tard, mais là... Il y a une prime qui est rajoutée, il y a dans une le fond. prime rajoutée, Effectivement, alors là, tu prends sur une le grosse prêt. portion sur ton profit que Ouais. tu pourrais potentiellement faire C'est sur ça. ta maison, mais que là, le profit n'est pas très élevé. Et si jamais tu arrives avec un condo, par exemple, il y a toujours, en tout cas, on pourrait y revenir un petit peu plus tard, mais tu as toujours aussi nécessairement les fonds de roulement, c'est-à-dire, tu sais, vous êtes plusieurs propriétaires à même le bâtiment. Il y a toujours, au bout de 10 ans, 15 ans, des travaux à faire majeurs aussi. Là. On pourra peut-être y revenir, mais sur justement, parce que vous nous avez envoyé ceci, puis je trouvais ça intéressant de l'expliquer également aux gens, c'est qu'il y a des critères à analyser qui sont primordiaux, soit 2 ratios. Effectivement. C'est quoi? C'est l'ABD et l'ATD? L'ABD puis l'ATD. L'ABD, dans le fond, pour résumer ça, pour ne pas faire ça trop compliqué, c'est l'amortissement brut de la dette. Ça, c'est, dans le fond, les banquiers, ils se fisent là-dessus. Il y a l'ABD, l'ATD, l'amortissement brut de la dette. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent toutes les dépenses de la propriété puis ils le divisent par les revenus annuels, OK. qui donne un genre de ratio. Il ne faut pas qu'il dépasse 35 ce ratio-là. Donc, c'est là où on peut voir si on peut se qualifier à pouvoir acheter notre maison ou pas. C'est comme bien ça. De vérifier le crédit. Là. C'est bien ça. Puis l'autre- avant, il était un peu moins frileux. Avant, il était un petit peu moins frileux, C'est mais ça. là, plus le temps avance, plus, dans le fond, le gouvernement C'est plus fédéral, rigide. ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut, dans le fond, limiter l'accès à la C'est ça. propriété. Parce que les ménages Diminuer canadiens, l'endettement. Diminuer j'imagine. l'endettement aussi. les ménages canadiens s'endettent. Là. Bien, ils sont très, très endettés Une endettés en hypothèque, ce moment. c'est quelque chose à payer avec les taxes municipales, taxes scolaires, tout Ah, ça. il y a un paquet de Il dépenses. faut considérer tout Ouais. ça. là. Peut-être juste préciser, avant d'y aller dans cette direction-là, plutôt l'ATD. ATD. Oui. Ça, c'est l'amortissement total de la dette. Dans le fond, c'est tous les coûts de l'immeuble plus vos dettes Voiture. divisés par les revenus annuels. Donc, ils calculent Il faut- voir si on arrive C'est dans ça. nos, Si vous arrivez dans les ratios, il ne faut pas que ça dépasse 42 l'ATD. OK. La BD, c'est 35 environ. Important de le préciser. Puis là, tu l'as apporté, puis c'est clair que je pense que c'est important parce que souvent, on voit le prix, par exemple, 252 000 mais il y a des frais, disons, qu'il faut prendre aussi en considération. La taxe de bienvenue, par exemple. Oui, effectivement. La taxe de bienvenue, ça a été, dans le fond, décidé par le ministre Bienvenu à l'époque. C'est connu sous le nom de la taxe de mutation.
Ça, dans le fond, comment ça fonctionne? C'est de 0 à 50 000, c'est 0,5 % De 50 à 150 000, c'est 1 % et de 250 000 et plus, c'est 1,5 % Ah, puis ça, on l'aime, la taxe de c'est l'impôt. sûr. on l'aime. Ça Ah ouais. sert-tu à quelque chose? Effectivement. C'est Puis épouvantable. quand on regarde ça aussi, tous les frais de paperasse, moi je dis, Les j'appelle frais ça les frais de rattachés à- paperasse, mais Notaire. le notaire, Il y a le notaire, il y a le frais d'inspection aussi. Il faut que vous engagez un inspecteur en bâtiment qui puisse vérifier, dans le fond, l'état de la maison. c'est les vis cachés ou autres. S'il y là. a des vis cachées hautes. Mais des fois, la caisse ou la banque va faire une inspection Effectivement, aussi. ils vont envoyer un évaluateur agréé. Puis la plupart du temps, en ce moment, ça va être aux frais de l'acheteur. Mais moi, j'ai réussi à ce que la caisse paye pour ça. À dealer ça. Ça se deal. Oui, ça se deal. Donc, on peut négocier Effectivement, avec la banque effectivement, pour la vous caisse. pouvez négocier avec la banque. Et on parlait, tu sais, souvent, ce sera là, au cours des prochaines, parce qu'on a une nouvelle année, fait que il faudra payer nos taxes scolaires, Oui, on a une nouvelle oui. taxe et tout ça, les taxes municipales, et des fois, puis on jasait récemment avec une de nos chroniqueurs, puis qui nous disait que selon où on reste, on peut payer la taxe, par exemple, scolaire, tout dépendant de notre endroit, dans une autre ville à côté. Là. Je sais qu'ils font ça à Gatineau, se sont aperçus Oui. qu'il y en a qui payaient la taxe scolaire dans une commission scolaire anglophone, parce que la commission scolaire anglophone au Québec, ça coûte moins cher Effectivement. que les commissions scolaires Oui, francophones. oui, oui, Alors, il y a des effectivement. francophones qui payaient leur commission, des commissions scolaires anglophones. Alors, pour l'instant, c'est légal. Fait que c'est à nous de... Ah, mais dans le cas de Laval ici, c'est Ouais. le contraire. C'est plus cher, la commission scolaire en anglais. Là. Ah oui? Anglophone, oui. Oui. Mais Alex, point de vue des taxes, là, je sais pas si tout le monde fait ça, mais moi, en magasinant ma maison, c'était la première chose que je regardais parce que tu peux te ramasser que tu as quasiment une hypothèque de plus de Ouais. taxes à payer chaque C'est mois. super important parce que tout dépendant des secteurs à Laval, il y a des secteurs où vous payez plus cher de taxes. OK, parce que... Et puis ça c'est-tu peut être parce que- vraiment cher. c'est-tu parce qu'il y a des nouveaux bâtiments, des condos? Non, pas nécessairement. OK. C'est l'arrondissement, mettons. L'arrondissement. Je vous donne un exemple. À Laval-Ouest, vous allez payer moins cher que Sainte-Rose. OK. C'est à Sainte-Rose parce qu'il y a plus de nouveaux développements. Tu sais, c'est... Fait que la valeur immobilière... C'est pas nécessairement plus de services. Non, plus c'est de- pas nécessairement plus de services. Et- Ça donne rien de plus. Ben, c'est dire, j'habite à triste, Laval-Ouest. quand même. Ouais, c'est ça, pareil. J'habite à Laval-Ouest ou j'habite à Sainte-Rose. C'est Mon ça. Dieu. Mais par contre, aussi, quand on parle de... Tu sais, je parlais tantôt de frais de condo, d'entretien, mais aussi quand on emménage dans une nouvelle maison, c'est niaiseux, mais on a tous, disons, l'habitude d'aller acheter des nouveaux électroménagers. C'est Des l'attraction. en neuf. Donc, c'est des frais On veut souvent qu'on... tout neuf. On veut Ouais. tout neuf. Alors, c'est des petits détails, mais qui font toute une différence aussi pour boucler le budget. Là. Oui, effectivement. Mais l'affaire, il ne faut pas oublier, il faut souscrire à une assurance habitation aussi. C'est comme vous dites, il y a les frais de déménagement. Faut pas oublier, quand tu achètes un condo neuf, la taxe aussi. Oui, TPS, oui, la TPS, Ça, TVQ. C'est une coquette somme aussi à rajouter. Effectivement, si la propriété, c'est une maison neuve, il faut payer la TPS TVQ. C'est ça aussi. Fait qu'on s'en sort jamais, finalement, avec Mais les on ne veut taxes. pas vous décourager d'acheter. Non, c'est ça. Mais C'est ça, soyez mais- prêts, Ben, soyez c'est prêts. ça, soyez prêts. Faites-vous un petit budget, calculez toutes vos dépenses, dans le fond, combien ça va coûter. Pas juste acheter à l'aveuglement. Là. Ouais. Et c'est pas juste de sauver de l'argent, d'en mettre de côté, mais bien d'avoir un bon revenu régulier. Effectivement. Très important. Hey, Effectivement. merci, Alex. Ben, merci Super à vous. intéressant. Merci Merci. beaucoup, super intéressant. William et Félix s'imposent en Autriche. 3 membres du club de gymnastique Laval Excellence, Anthony Balland, Félix Dolci et William Aymar, ont dignement représenté le Québec à la compétition internationale Future Coupe Linz en Autriche du 21 au 28 novembre. William s'est illustré en accrochant la médaille d'or à son cou au cumulatif des épreuves dans la catégorie junior groupe 1. Il a récolté 77,100 points devançant Justin Pazès et de la Belgique et Diallo Tierno Boubacar d'Espagne. Il a également pris le premier rang aux exercices au sol et au saut lors de sa dernière compétition dans la catégorie junior. Il a terminé 3e au cheval d'arçon. Félix Dolci a lui aussi connu sa part de succès dans le groupe 2 en finissant au 4e rang au cumulatif des appareils avec une récolte de plus de 75 points. Aresh Federici d'Italie, 76 points. Shioma Tsikayama du Japon et Mirko Gambilemberti d'Italie ont devancé le gymnaste lavallois. Félix a brillé avec une première place aux anneaux et aux barres parallèles. Il a terminé d'ailleurs au 2e rang à la barre fixe et 3e au saut. Pour sa part, Anthony Balland a conclu les épreuves du groupe 2 au 17e échelon. Il en était à sa première compétition en Autriche. Enfin, William et Félix ont aidé le Québec à terminer au 2e rang en équipe. L'Italie a raflé l'or et le Japon a monopolisé la 3e marche du podium. Si je n'avais pas commis mon erreur aux barres parallèles, nous aurions gagné la médaille d'or. Nous n'avons pas connu beaucoup de succès aux 2 derniers engins de conclure. William Aymar.
Salutations à tous. Vous connaissez Compostelle? Une activité qui est très renommée et très courue. Alors, c'est quelqu'un qui connaît la Compostelle qui va nous en parler. Monsieur Daniel Allard, ça nous fait plaisir de vous accueillir. Bonjour. Oui. Parlez-moi de Compostelle. C'est quoi Compostelle? Compostelle, ici au Québec, si on peut dire, Compostelle a débuté avec Marcel Leboeuf dans les années 2005, je crois, qui avait passé à Tout le monde en parle. Moi, dans mon cas, c'est là que j'ai connu le chemin de Compostelle. Il y a une association qui s'appelle Du Québec à Compostelle qui existe depuis l'an 2000. Le but de cette association-là, c'est d'amener les gens sur les chemins de Compostelle en Europe. Bon. Mais Compostelle, pourquoi les personnes... moi, je vais aller faire le chemin de Compostelle? Un ressourcement. C'est une marche, une petite marche, quelques milliers de kilomètres. Moi, personnellement, j'en ai fait 1200 sur les chemins de kilomètres. 1200? 1200 kilomètres sur les chemins de Compostelle. Ça use des souliers, ça, monsieur? La chanson de M. Leclerc. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ça s'applique à ce moment-là? Effectivement, oui. Qu'est-ce que ça apporte? Je ne sais pas. La rencontre. Moi, je ne l'ai pas fait dans un but religieux. Plusieurs personnes le font dans un but religieux. Moi, je l'ai fait pour le côté historique du chemin, l'histoire. Tu marches 20-25 km par jour, tu rencontres des gens de toutes les nationalités, tu es dans des gîtes le soir et le partage se fait entre les gens. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des Allemands, des Grecs. Personne ne parle français, mais tout le monde se comprend. Tout le monde se comprend. Tout le monde se comprend. Ah bon. Alors, vous dites que, d'abord, socialement, c'est intéressant à faire Compostelle. C'est ça. Sur le ressourcement personnel, de quelle façon que ça peut vous amener quand même une réflexion, une méditation, quoi? Oui, on peut dire. Écoute, on est seul avec nous. Hein, puis quand tu marches 25 km d'une journée à 4 km/h, ça veut dire une petite marche de 6 à 7 heures. Tu es tout seul, donc on se parle. Hein, on remet des choses en question. Moi, c'est au moment de la retraite. Fait que ça m'a fait savoir quel chemin je voulais prendre dans ma nouvelle vie, si on peut dire. C'est intéressant. C'est formidable. Mais... lorsqu'on fait 1200 km, on ne part pas du jour au lendemain sans préparation. Ça prend de préparation pour aller à Compostelle. Effectivement, oui, parce que c'est quand même des chemins, c'est pas plat. Hein? C'est des montagnes, tu traverses les Pyrénées. Ah oui? Donc, oui, il y a besoin d'un entraînement. On a des beaux sites ici au Québec qui se prêtent à ça. Les Laurentides avec les montagnes, parce que c'est quand même montagneux. Oui, c'est ça. Il faut se préparer en conséquence. Le sac à dos, il faut partir. Un sac à dos, là, on calcule 10 du poids pour le sac à dos. Donc, comme moi, je pèse 180 livres, fait qu'on dit 18 livres. Ah, vous ne le faites pas, monsieur. Merci. On dit ça paraît bien quand même, c'est ça, c'est d'accord. Non, mais c'est vrai, parce que ça doit être un exercice assez qui requiert beaucoup d'attention quand même, beaucoup de sacrifices. Faut se préparer. Faut se préparer. Tu peux pas partir et t'en aller là-bas et dire, regarde, je m'en vais prendre une marche. Parce que c'est tous les jours, avec un poids sur le dos, les genoux, c'est difficile dans les descentes. Donc, une bonne préparation. C'est pas extrêmement physique. Là. N'importe qui peut faire Compostelle. Là. C'est ouvert à tous. C'est quand même... Tu peux marcher à ton rythme. Moi, je fais entre 20 et 25 km. Moi, je suis à l'aise. Mais d'autres personnes peuvent en faire 15. Okay. Tout dépendant des distances des villages aussi. Là. Mais géographiquement, parlez-moi des lieux qu'on part de quel endroit pour aller à quel endroit. Par exemple, personnellement, le site, le chemin le plus populaire. Le chemin le plus populaire, c'est le Camino Frances en Espagne, excusez. Et moi, j'ai fait le Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port en France, 890 km. Vous dites encore répéter de... Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port en France. Ça, c'est un des plus populaires. C'est le chemin français le plus populaire. 890 km. 890 km. C'est ça. Après, tu pars de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Compostelle, parce que Compostelle, c'est en Espagne. OK. Donc, la cathédrale est à Santiago de Compostelle. Et là, c'est un autre 790 km en Espagne. Ah, un autre? C'est ça, oui. Fait que si vous voulez le faire au complet, à partir de la France jusqu'à l'Espagne, bien, on calcule 2000 Est-ce qu'il y en a qui le font au complet? La majorité des Québécois qui partent sur le chemin le font au complet. Parce que nous autres, on a la traversée de l'Atlantique, on a l'avion, on a ça. Les Français, eux, le font par bout. Par coup de 2 semaines, et ça leur prend 3 à 4 années de le faire. Mais mettons qu'un Québécois qui le fait au complet, ça prend combien de temps? C'est 2 mois. 2 mois? C'est 2 mois. C'est 30 jours en France, puis un autre 30-32 jours. Il faut une préparation? En Espagne. Oui.
Vous me dites que c'est populaire. Combien de personnes participent à cette activité? Les statistiques de 2016 disent qu'il y a eu 277 000 personnes qui ont fait... 277 000 qui personnes se sont rendues à Compostelle. Compostelle. Là. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont fait au complet, là. On dit, mais qu'ils se sont rendus à Compostelle. Maintenant, vous avez une association qui regroupe les gens qui veulent aller à Compostelle. Oui, du Québec à Compostelle, on est divisé en 8 régions à travers le Québec. Nous aussi, on s'occupe de Laval-Laurentide. La belle région de Laval-Laurentide, Exactement. c'est vous qui êtes le responsable. Et oui, c'est ça. Et ceux qui veulent participer communiquent avec vous, je suppose? De quelle Oui, façon? c'est ça. Nous, on tient une rencontre à tous les 3e mercredis du mois à Sainte-Thérèse. Oui. Et, vous voyez, pour donner un exemple, nous, on a donné 129 crédentials. La crédentiale, c'est le passeport du pèlerin. C'est ce que ça te prend sur le chemin pour avoir accès au gîte à des coûts moindres qu'un randonneur. Parce qu'un randonneur On va vous payer. rejoint sur Compostelle, sur Internet, je suppose? Oui, sur le site du Québec à Compostelle. Est-ce que vous avez un petit numéro de téléphone? Oui, je peux donner. oui? OK, je vais donner le mien, c'est pas grave. C'est le 450-963. 963 5929. 5929? Oui. Mais monsieur, vous allez avoir beaucoup de citoyens qui vont Ça vous va me faire rejoindre. plaisir, on est là pour ça. C'est intéressant. On aide les gens avant, pendant et après, parce qu'il y a un retour. Hein. Et quand tu as marché pendant 2 mois, aucune responsabilité, tu reviens, le choc est là quand même. Fait qu'on est Monsieur, là pour alors, un gros merci d'avoir participé. ça. Ça me fait plaisir. Merci. Merci. Arrête!